Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais me pencher sur un sujet très important qui est celui de la libération de l'Afrique et de son développement. Chers frères et sœurs, je sais que certaines personnes, certains bien-pensants vont se dire, mais combien ce garçon est prétentieux, combien il est audacieux, comment peux-tu parler avec une telle désinvolture d'un sujet aussi difficile, aussi complexe que celui de la libération de l'Afrique et de son développement? Mais j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, chaque Africain a le droit de parler de l'Afrique. J'ai apporté quelques réflexions. Et je crois même que c'est un devoir citoyen, c'est un devoir régalien pour chaque Africain et Africaine de réfléchir, de chercher à trouver des stratégies, les moyens par lesquels nous pouvons nous mettre en capacité de libérer notre continent. Parce que je le dis toujours, la libération, le développement de l'Afrique passera par la libération de l'Afrique. Donc, la libération de l'Afrique, c'est la condition sine qua non pour que l'Afrique puisse se développer. Et donc, ça, c'est d'abord, euh, donc, cet échange aujourd'hui avec vous, c'est d'abord, a d'abord, pour moi, vise d'abord à présenter avec vous, partager avec vous ma citoyenneté africaine. Maintenant, l'autre dimension, c'est que dans la vision politique de professeur Maurice Kamto, il y a une vision panafricaine claire. Le professeur Maurice Kamto ne veut pas seulement libérer le Cameroun du joug occidental et du joug dictatorial, mais il veut libérer toute l'Afrique du joug occidental. Parce que, comme j'ai coutume de le dire, la libération du Cameroun marquera le début de libération de toute l'Afrique. L'arrivée du professeur Maurice Kamto au pouvoir marquera le début de libération de toute l'Afrique. Chers frères et sœurs, je vais échanger avec vous sur ce sujet sensible, mais je vais présenter quelques éléments tout simplement pour étayer ce que je suis en train de dire, pour renforcer mon point de vue selon lequel les Africains ont atteint une maturité politique qui peuvent les faire, qui leur donne la possibilité aujourd'hui de se libérer. Cette maturité politique les a mis en position de force de pouvoir déjà mettre en place des systèmes pour pouvoir se libérer. Alors, pour planter le décor, je dirais d'abord ceci. Je ne suis pas ici pour jeter l'opprobre sur ces disants panafricains qui ont décidé ainsi de vendre du vent aux jeunes Africains en leur faisant croire que la libération de l'Afrique viendrait de la Russie. Parce que ces panafricains nous font croire que la Russie est la solution à nos problèmes. Alors que nous savons que la Russie lutte pour ses propres intérêts. Il n'y a pas de pays frères, il n'y a pas de pays amis. Comme les États-Unis ont envahi l'Irak, comme la France et les autres pays européens ont envahi l'Afrique, la Russie a envahi la Géorgie, la Tchétchénie, la Russie a aussi annexé la Crimée en Ukraine. La Russie n'est pas différente des États-Unis, n'est pas différente de la France. Tous ces pays luttent pour leurs propres intérêts. Donc, ce que je suis en train d'observer au Burkina Faso et à partout ailleurs où la Russie est en train de s'installer, en disant qu'elle vient pour instaurer la paix, pendant ce temps, elle va piller vos ressources de la même façon que la France et tous les autres pays pillaient vos ressources. Donc, sur cette base, il n'y a pas de différence parce que si la Russie est venue pour instaurer la paix, en échange, vous leur donnez leurs ressources naturelles, alors la Russie n'a pas intérêt à ce que la paix puisse y retourner rapidement. La Russie va en tirer davantage, va tirer davantage de cette situation aussi longtemps que cela soit nécessaire ou possible pour eux. Donc, pour elle, pour dire la Russie, mais je veux dire, la Russie est là pour ses propres intérêts. Piller l'Afrique
en piller les pays africains en leur faisant croire qu'elle vient pour instaurer la paix. Une paix qui ne reviendra pas d'ici tôt. Alors, quand j'ai dit cela, je dis encore ceci. Ce que les présidents ce qui se passe au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, dans l'autre Guinée, tous ces coups d'État-là, c'est la boîte de Pandore qui s'est tout simplement ouverte. C'est un cycle infernal qui a commencé et qui va continuer. Parce que ces présidents-là ne sont plus en train, ne vont pas se concentrer à travailler pour le peuple. Ils sont aujourd'hui plutôt préoccupés par leur propre sécurité. Parce que ils savent qu'ils sont arrivés par coup d'État et il y a le même coup d'État, un autre coup d'État se menace, est sur eux, le menace à tout moment. Parce qu'ils savent bien évidemment que, comme ils sont arrivés par coup d'État, ils seront aussi dégagés par le coup d'État. Donc, c'est une menace qui pèse sur eux, sur leur tête constamment. Donc, aujourd'hui, ils s'investissent plutôt à renforcer leur sécurité au lieu de travailler pour leur peuple. Alors, quand j'ai dit cela, je veux vous démontrer que ces pays-là ne peuvent pas se développer. Parce que le monde est gouverné par les finances, par le capitalisme. Même la Chine qui s'est développée à peu de 70 ans, en 70 ans, a dû s'appuyer sur sur le capitalisme, sur les États-Unis, sur la technologie occidentale pour se développer très rapidement. Et la Russie a fait pareil. C'est vrai qu'en Russie, ce n'est pas le capitalisme à outrance, mais c'est toujours le capitalisme qui gouverne ce pays-là. Donc, et la Russie a adopté la même la même recette pour se développer. Alors donc, pour moi, l'Afrique devra plutôt chercher à se trouver un chemin pour pouvoir tirer davantage de ces nouvelles dynamiques géostratégiques, géopolitiques qui sont en train de se mettre en place, tirer davantage du capitalisme. Nous devons travailler davantage pour en tirer davantage, pour en profiter du capitalisme. Nous ne pouvons pas créer un nouveau monde. Quand j'entends certains Africains dire que nous devons concevoir un monde à notre façon, nous ne pouvons pas parce que le monde à 90% capitaliste. Il n'y aura pas un nouveau monde. Et nous n'y pouvons rien faire. Ils ont déjà pris de l'avance sur nous. Il faut simplement chercher à travailler d'arrache-pied pour les rattraper. Et ça n'en sera pas d'ici tôt. Si la stratégie n'est pas bonne, même dans 400 ans, nous serons toujours à ce même niveau en train de pleurnicher. Alors donc, il faut penser l'Afrique. Il faut y apporter des réflexions, des solutions. Alors, je suis ici, chers frères et sœurs, et ce que je propose est complètement aux antipodes à ce qui a été proposé jusqu'ici par les panafricanistes, pas des soi-disant panafricains. Ces panafricains pensent qu'on doit s'appuyer sur la Russie pour nous libérer. Moi, je pense qu'on doit s'appuyer sur le peuple africain pour nous libérer. Alors, qu'est-ce que je propose, chers frères et sœurs? Je vais proposer 5 éléments qui ont plusieurs ramifications. Le premier élément, c'est que il faut qu'à la tête des pays africains, nous ayons des présidents légitimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces présidents africains doivent être de l'émanation populaire. Ils doivent tirer leur légitimité auprès de leur peuple. Ça, c'est la première condition. Pourquoi je le dis? Parce que ça va nous porter à la deuxième condition. Avec les présidents légitimes, nous pourrions ainsi créer notre institution panafricaine, cette confédération panafricaine. Quel sera le rôle de cette confédération panafricaine? Certains vont me poser cette question. Comment sera financée cette
Confédération panafricaine. La Confédération panafricaine va travailler sur des dossiers d'envergure, sur des grands projets sur des projets qui, en quelque sorte, vont densifier, vont renforcer l'autonomie de l'Afrique. Alors, quelques éléments pour illustrer cela. D'abord, l'institution panafricaine qui va s'appuyer sur un socle solide, sur le peuple, parce que tous ces présidents qui seront là-bas, qui vont aller créer cette institution panafricaine, seront portés par le peuple. Alors, quand nous aurons cette institution panafricaine, l'institution panafricaine va créer une banque panafricaine. La banque panafricaine sera financée seulement en tirant quelques pourcentages du PIB de chaque pays membre de l'institution panafricaine. Alors, avec cet argent, avec la banque panafricaine va financer plusieurs projets d'envergure. D'abord, nous ne pouvons pas développer l'Afrique tant qu'il y a l'insécurité. Donc, ça veut dire que la banque panafricaine, l'institution panafricaine va créer une armée panafricaine. Cette armée panafricaine sera financée par la banque panafricaine. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà en train de présenter, je suis en train de vous présenter les 4 points cardinaux qu'un continent a besoin pour être autonome. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de 4 éléments cardinaux pour parler avec autorité, pour mettre sur la carte du monde et se mettre en capacité, en position de pouvoir négocier tête à tête avec les autres continents, de pouvoir parler avec autorité face aux autres continents. Parce que les pays africains, pris de manière isolée, sont tout simplement des nains. Un pays africain ne peut pas penser à se libérer tout seul. Il a besoin de travailler de concert avec les autres pays. Donc, je disais tantôt, pour revenir dans le sujet, nous allons créer notre banque panafricaine, notre armée panafricaine qui sera financée par la banque panafricaine. Nous allons densifier nos échanges commerciaux en faisant des choses très simples. Tous les pays africains devront être reliés par des autoroutes et des chemins de fer. Tous les pays africains. Et cela va faire en sorte que nous allons d'abord mettre en place la libre circulation effective des personnes et des biens. Libre circulation effective des personnes et des biens. C'est-à-dire qu'aller et venir. Notre armée panafricaine, comme je vous le disais tantôt, va tout simplement va aller instaurer la paix dans tous les pays qui sont menacés par le terrorisme. Parce que vous savez que l'économie africaine a subi un coup avec le terrorisme. Parfois le terrorisme qui est financé par des pays occidentaux. Donc nous avons besoin que cette armée panafricaine ira instaurer la paix partout, dans tous les... et ira renforcer la sécurité dans nos frontières. Et quand on dit libre circulation des personnes et des biens, il y aura des frontières, mais ce sont des frontières plutôt passives. Donc des frontières où la police est là simplement pour faciliter la circulation. OK. Donc j'ai dit tantôt qu'ayant densifié nos échanges commerciaux, nous devons renforcer notre autonomie alimentaire. Ça veut dire que ces pays africains, en échangeant, ils vont échanger le know-how, leurs connaissances en agriculture. Ça veut dire que nos plantations, il faut relancer plusieurs cultures dans nos pays africains. Par exemple, cultiver du haricot, du maïs, du blé, partout. Là où cela est possible, nous allons lancer des vastes des chaînes de production agricole, des vastes chaînes de production agricole. Et l'agroalimentaire va prendre corps définitivement dans tous nos pays panafricains.
Alors, certains vont me dire, il manque l'énergie. Oui, bien sûr, la Banque panafricaine va investir, donc va soutenir les pays africains dans la construction de leurs barrages. Par exemple, s'il faut construire des barrages d'envergure, se lancer dans des gros projets structurants comme la construction des barrages, alors il y aura, la Banque panafricaine va en quelque sorte financer, donc à des taux faits, des pays pourront contracter de l'argent, donc à des taux d'intérêt plus bas. Contracter des dettes à des taux d'intérêt plus bas auprès des banques, de cette banque panafricaine pour financer leurs projets d'envergure. Par exemple, s'il faut mettre des plateaux, construire des hôpitaux avec plateaux techniques, alors il faudra le faire. S'il faut maintenant construire des barrages hydroélectriques, alors il faudra le faire. Et l'institution panafricaine doit avoir dans son agenda, donc ça veut dire que le calendrier doit être clair. Ça veut dire à l'horizon 2040, il faudrait que 80% de la population africaine soit alimentée en énergie. 80%. Quand on dit par exemple que il faut que la population ait de l'eau potable, il faut que la banque, l'institution panafricaine, va encourager les pays des pays panafricains, des pays africains qui font partie de l'institution panafricaine, non seulement à fournir de l'eau potable à leur population, fournir de l'énergie à leur population. Ça veut dire que tous les besoins élémentaires, les besoins nécessaires, tout ce qu'un peuple a besoin pour se sentir à l'aise. Ces petits éléments-là. Alors, avec cela, les populations qui sont à l'aise, qui mangent bien, qui se soignent, qui vont à l'école, parce qu'il faudra l'éducation, accès à l'eau potable, accès à l'éducation, accès à l'énergie, accès aux routes. Et quand vous avez donné cela aux populations, alors vous allez satisfaire les besoins de ces populations-là qui vont continuer à vous soutenir dans votre lutte. Alors, revenons sur un autre point qui est sur l'aspect économique. Je voulais parler des échanges économiques, mais l'Afrique doit créer une monnaie panafricaine. Cette monnaie panafricaine, c'est cette monnaie-là qui va être l'outil d'échange entre tous les pays panafricains. Donc, tous ceux qui feront partie de cette institution panafricaine utiliseront une seule monnaie. Toujours dans l'aspect sécuritaire, toujours parce que quand on vous dit que l'Afrique a besoin de faire beaucoup pour se libérer, ce n'est pas seulement du bavardage. L'Afrique doit construire son arme nucléaire. Et un seul pays ne peut pas faire ça tout seul. Tous les autres pays africains doivent travailler ensemble, doivent converger vers la même direction, doivent travailler en synergie pour pouvoir construire construire leur arme nucléaire. Ils ont besoin. Même c'est seulement pour la dissuasion. Parce que l'arme nucléaire, généralement, ça a une fonction plutôt dissuasive. On ne sait jamais. Pour renforcer quand on dit que pour avoir une puissance panafricaine, nous avons besoin de l'arme nucléaire. Donc, la puissance panafricaine passe par l'armée, une armée panafricaine, une banque panafricaine, une bombe, une armée nucléaire panafricaine. Et je vais vous dire, nous devons nous mettre ensemble pour faire ce que... Parce que les pays africains, je le dis toujours, pris de manière isolée, ne pèsent pas beaucoup. Donc, ces pays africains doivent se mettre ensemble, par exemple, pour relancer leur industrie. Sans industrialisation, l'Afrique ne peut pas se développer.
Donc, l'industrialisation, ça veut dire il faut voir comment lancer les industries métallurgiques, il faut travailler nos aciers, il faut être... Nous avons besoin des industries automobiles et tout cela. Pour construire les industries automobiles, nous avons besoin que la métallurgie prenne une dimension beaucoup plus grande dans toute l'Afrique. Pour cela, chers frères et sœurs, nous avons besoin de coopérer. Nous devons travailler ensemble. Tous les pays africains doivent travailler ensemble. Et cela va se faire avec les échanges. Quand on dit qu'il y aura l'échange de know-how, cela va se faire aussi à travers les universités. Donc, ça veut dire qu'il y aura des échanges universitaires. Les étudiants guinéens vont se trouver au Cameroun, les étudiants tchadiens au Gabon, les étudiants gabonais au Burkina Faso. Quand nous allons faire cela, nous allons échanger nos connaissances. Ça veut dire que c'est que le Nigeria sait, le Cameroun pourra en profiter. Et c'est en cela que nous pourrions véritablement échanger nos connaissances et faire avancer nos industries, et faire avancer nos technologies, notre agriculture, tout ce qui peut nous rendre autonomes. Alors, quand nous avons tous ces éléments, chers frères et sœurs, nous pourrions maintenant aller négocier avec les pays occidentaux, même la Chine, même la Russie. Mais nous ne pouvons pas le faire en ce moment-ci. Tous ceux qui courent pour aller voir une autre puissance aujourd'hui est compromis. C'est une compromission qui ne cache pas son nom. C'est une compromission. Vous ne pouvez pas avoir les coudées franches en ce moment-ci, en cette position. Aucun pays ne peut avoir les coudées franches en ce moment-ci. Ça veut dire que nous avons besoin nous n'avons pas besoin des hommes forts à la tête de nos États. Nous avons besoin des hommes légitimes. Des hommes légitimes qui sont fortifiés par leur légitimité. Des hommes courageux, des hommes panafricains. C'est ça que nous avons besoin en Afrique. Et un homme panafricain par essence, c'est un homme qui ne confisque pas le pouvoir. C'est un homme qui sait que la force humaine est limitée. Qu'à un certain moment donné, il doit libérer pour laisser la place à un autre qui va venir impulser une nouvelle vision pour libérer, pour développer son pays et contribuer à libérer l'Afrique. Donc, nous avons besoin à la tête de nos États des hommes légitimes, pas des hommes forts, mais des hommes qui, même s'ils sont forts, ils sont forts seulement grâce au peuple. Quand vous voyez un président français, Macron, ou bien Sarkozy qui parlait avec une telle arrogance, avec condescendance, c'est parce qu'il s'appuyait sur la France et sur l'arme nucléaire que la France possède. Il s'appuyait sur sa légitimité, populaire, sur les Français, sur l'arme nucléaire, sur son économie. C'est pour ça qu'ils peuvent parler avec une telle arrogance qu'on se pose la question de savoir, c'est seulement celui-là devant qu'on voit là en cravate, en veste cravate qui parle ainsi, un homme comme tout le monde, mais il parle avec courage, avec une telle avec une telle arrogance qu'on se pose la question si c'est seulement lui là. Non, ce n'est pas seulement lui. Derrière Sarkozy, quand il parlait, il fallait voir toute la France, l'arme nucléaire, l'économie française, les chemins de fer françaises, les autoroutes françaises, les industries françaises. Il faut voir tout cela. Donc, quand l'Afrique aura tous ces éléments que je viens de vous citer, l'Afrique pourra maintenant aller se mettre face aux autres pays occidentaux et négocier. Ça veut dire que si on a besoin d'un transfert de technologie en Afrique pour certains secteurs de nos activités, nous avons besoin de plus de technologie parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie, nous ne pouvons pas nous renfermer. Si nous avons besoin d'une technologie de
de cette envergure ou bien d'une telle portée, alors nous partons d'une portée plus grande, alors nous partons négocier face à face avec les pays occidentaux. Ça serait une négociation gagnant-gagnant. Et chacun va en tirer son compte. Chacun va en profiter. Les pays africains vont apporter de la technologie, vont faciliter, vont y contribuer au transfert de technologie grâce à ces pays-là. Et ces pays-là vont prendre, il y aura des échanges en tout cas, mais ça sera des échanges équitables. C'est ça que l'Afrique a besoin. En ce moment donné, l'Afrique ne doit pas faire l'erreur d'aller embrasser une autre puissance aussi rapidement. Non. À ce moment donné, l'Afrique doit d'abord travailler pour construire sa crédibilité, pour construire une puissance panafricaine. Et je vous dis, à chaque négociation, ce sont les représentants de l'institution panafricaine qui iront négocier avec les représentants de l'Union européenne. Ça ne serait plus les présidents. Et même ce sont les présidents, mais ça serait les présidents qui ont, par exemple, qui font partie, ça serait des présidents panafricains qui font partie des institutions panafricaines qui iront négocier. S'ils ne veulent pas nommer leurs représentants, eux-mêmes, ils iront, face aux autres représentants de l'Union européenne, négocier les intérêts des peuples africains. Chers frères et sœurs, c'est ça, à mon sens, la vision panafricaine du professeur Moskamto. Il ne veut pas arriver au pouvoir grâce à un pays. Il veut arriver au pouvoir seulement et grâce au peuple camerounais. Et je dis encore, la libération du Cameroun marquera le début de la libération de l'Afrique. Chers frères et sœurs, je vous prie de partager cette vidéo. Surtout, abonnez-vous massivement. Inscrivez-vous sur la liste électorale, votez pour professeur Maurice Kamto parce que l'enjeu est beaucoup plus grand. L'enjeu est colossal, c'est au-delà du Cameroun. La venue du professeur Maurice Kamto à la magistrature suprême est plus que le Cameroun. Son arrivée aura un impact, pas seulement national, mais un impact africain. Cela traversera la frontière camerounaise. Son impact sera beaucoup plus grand. Chers frères et sœurs, n'en doutez point. Bonne soirée. Ciao.